que tous les Ivoiriens sont devant la télé, tu sais, ils attendent le nouveau président, tu vois. Donc il y a le journaliste qui va dire le résultat. Et il y a un monsieur en plein journal qui vient arracher la feuille. Ça commence en bas de chez moi. On assiste à un massacre. Donc il continue de le frapper. Ça prend des briques, des bancs. Ça sur ça. En fait, votre immeuble était pris pour cible. Ouais, notre immeuble il était pris pour cible. Ouais. On a des tirs à la mitrailleuse qui touchent directement notre immeuble. On arrive à un carrefour de la Riviera 2, je me souviens. Là, je vois une montagne de corps. En fait, ils sont empilés sur un pick-up. On prend l'hélico. Quand l'hélico il monte, tu vois ton pays en feu, en fait. Je suis mal, mais j'ai envie d'assurer, tu vois, parce que j'ai mes deux petits frères. Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Ici, nous parlons des locks et des personnes inspirantes qui les portent. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. Aujourd'hui, un épisode très spécial. On reçoit Saï, qui est un ami. Saï a vécu la guerre en Côte d'Ivoire en 2010 jusqu'en 2011, qui opposait les deux opposants politiques, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Cette guerre a fait plusieurs milliers de morts. Il va nous raconter son histoire sur Fafalox Podcast. Comment tu vois, Saï? Super, et toi? La forme. Super, et vous? Excusez-moi, je suis mal poli. Non, ça va. On est content de t'avoir sur le plateau. Mais apparemment, c'est un honneur d'être reçu ici. Saï, lorsque la guerre éclate, tu as 14 ans. Ouais. Et quels sont les indices qui te font comprendre qu'en fait, c'est pas seulement un petit conflit politique, mais une vraie guerre? Faut que je pose le contexte un peu. En fait, la Côte d'Ivoire a eu une guerre même dans les années 2000, donc 2001, 2002. Les indices, tu sens que t'es dans un pays qui, comment je pourrais dire, un peu stressé. C'est un contexte un peu tendu. Les gens, ils attendent vraiment les élections, mais le moindre petit truc peut tout faire vriller, tu vois. Et moi, je le sens pas exactement, parce que moi, j'ai 14 ans à ce moment-là, tu vois. Je joue que au foot, je suis avec mes potes et tout. Mais ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment le contexte que vous vivez quotidiennement, qui disons, tu savais déjà dans quoi tu baignais. Plus ou moins. Ouais. Tu savais déjà dans quoi tu baignais, mais je parle vraiment de pendant que les hostilités ont commencé. Quelle est la chose qui te fait te rendre compte que, en fait, non, là, on est dans une vraie guerre. Ouais. Et non un petit conflit entre des politiques qui veulent s'arracher le pouvoir. La première chose, alors je me souviens que le premier tour des élections, il a eu lieu en fin octobre, je crois le 28 octobre 2010, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième tour, donc le second tour, a eu lieu en fin novembre, je crois. Donc suite à ça, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, qui, son parti annonce qu'il a été réélu président, et le parti d'Alassane Dramane Ouattara qui annonce que lui aussi a été élu président. Donc on a deux présidents à ce moment-là, tu vois. Mais le truc qui lance les hostilités, pour moi, hein, de mes souvenirs et tout, je fais appel à mes souvenirs d'un gosse de 14 ans, hein, donc le truc qui lance ça pour moi, c'est l'annonce à la télé. C'était pas le journal de 20h, c'était peut-être un équivalent et tout, mais qui était censé dire qui allait être le président de la Côte d'Ivoire sur les 5 prochaines années, tu vois. Et il y a le journaliste qui va dire le résultat, et il y a un monsieur qui vient arracher. Carrément. Ouais, en plein journal, qui vient arracher la feuille, tu vois. Alors que tous les Ivoiriens sont devant la télé, tu sais, ils attendent le nouveau président, tu vois. Le mec vient arracher la feuille, tu vois. Ok. Ce monsieur-là, il s'appelle Monsieur Damana Picasse. Je pense que tous les Ivoiriens, ils se souviennent de cet événement-là, parce que c'est un événement... C'est historique. Ouais, c'est historique. C'est fou. Ouais. Surtout qu'en fait, on attend les résultats. Toi, tu viens arracher C'est ça. pour pas annoncer. Ouais, t'imagines aussi au journal de 20h, t'attends Macron ou Marine Le Pen, il y a un mec qui vient il tire les résultats, il dit non, c'est pas les bons résultats. Donc c'est ça qui, pour moi, déclenche le Et ce truc. monsieur, il est toujours en vie? Il est toujours en vie, il me semble. Okay. Ouais. Il vit correctement et tout, mais il me semble qu'il est toujours en vie. Je sais pas s'il est allé en prison suite à ça, je sais pas trop comment ça s'est passé. Okay. Mais il est toujours en vie. Donc c'est ça, c'est ça qui démarre le truc, tu vois. Ça marche. Tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. Bien sûr. Juste avant que tu puisses vraiment rentrer dans ton histoire, j'aimerais savoir déjà tes parents, de manière globale, hein, ta mère et ton père, comment ils ont vécu cette guerre? Cette guerre, bah,
Au moment du second tour, ma mère, elle est pas en Côte d'Ivoire. Elle vit avec nous, mais à ce moment-là, je crois qu'elle était partie faire les vaccins pour mon petit frère qui avait 2 ans à cette époque. Donc, elle était revenue en France. Et donc, elle loupe les premiers événements. Voilà, dans mes souvenirs, elle n'est pas là. Elle loupe vraiment les premiers événements. Donc, voilà. Ok. Ouais. Et ton père, en fait, c'est quoi son ressenti? Comment il était plutôt, disons, bon, c'était forcément stressé et tout, mais comment est-ce que il montrait ses sentiments sur ce qui se passait, ou il était plutôt en train de cacher ses émotions pour justement vous protéger quelque part? Non, j'ai pas le souvenir que. Alors, mon père, il est protecteur, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui cache ses émotions. Comme tous les Ivoiriens, il attendait ça, tu vois. Okay. Je pense que les Ivoiriens voulaient du nouveau. Peut-être pas forcément un nouveau président, mais juste au moins clarifier un peu les choses, tu vois, que tout aille mieux, en tout cas, que tout aille dans le sens de la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc voilà, mon père a été franc, mais ouais, c'est comme ça. Et du coup, c'est au moment à la télé où ce monsieur, il arrache les feuilles que ça annonce la guerre. Ça annonce, le début du conflit, quoi. Ouais. Parce que direct après, dans mes souvenirs, ce qui se passe, c'est que ils mettent pas le couvre-feu directement. Ouais. J'ai un petit doute sur ça. Mais moi, dans mes souvenirs, excusez-moi, les résultats ont été annoncés. Les élections, ont eu lieu le 28 novembre. Et les résultats ont été annoncés, je crois, 6 jours plus tard. Ok. Tu vois, donc déjà, c'était plus trop c'était plus trop le timing. Tu vois. Et c'est ça qui déclenche la chose. Mais moi, le premier fait marquant qui fait que la guerre, elle commence pour moi, ça commence en bas de chez moi. Vraiment. Ça commence en bas de chez moi parce que à ce moment-là, il y a des policiers. En Côte d'Ivoire, excuse-moi, j'ai grave du mal à différencier les policiers des militaires parce qu'ils sont habillés un peu tous pareils, tu vois. Ils sont tous en treillis et tout, en vert et tout. Il y a des policiers qui... attends, je vais contextualiser encore. J'habite dans un immeuble, donc j'ai la vue sur un village, qui est un village assez moderne, mais on appelle ça un village qui s'appelle Anono. Moi, j'habite actuellement, à ce moment-là, j'habite à la Riviera Golf, aux Elias plus précisément. Et j'habite au dernier étage d'un immeuble, bon endroit et tout. Et j'ai la vue sur le village d'Anono, tu vois. Donc, juste en face de ma chambre, il y a une longue avenue comme ça. Et le conflit commence comme ça. Donc, c'est des militaires au début qui coursent un mec. Ils lui courent après, vraiment. Et pour nous, c'est un voleur, tu vois, un simple voleur. Donc, il l'attrape, il le frappe. En Afrique, hein, tu connais. Il le frappe bien, fort. Mais nous, on s'est dit que c'était un simple voleur. Bon, ils vont le laisser et tout. Sauf que non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que il le laisse à la foule, en fait. Il le laisse à la foule, et la foule est déjà tendue par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ouais. Le climat, il est archi tendu. La foule le frappe. Moi, j'en ai vu des voleurs se faire frapper tout au long de ma vie, c'est comme ça. Mais là, il le frappe. Je le sens que c'est pas pareil. Il y a un acharnement. Il y a un acharnement, tu vois. Il le frappe. Au bout d'un moment, le voleur, il peut plus marcher, quoi. Il a les jambes cassées, clairement. Tu le vois, tu vois, l'action se passe à, je sais pas, 200 mètres, tu vois. Et il a les jambes cassées, clairement. Le mec, il est à terre. Et les personnes qui interviennent pour l'aider? Non, pas du tout. Ah non, total contraire. Tout le monde même met son grain de sel, ouais, clairement. Et le mec, il est par terre, je me souviens très bien. Il y a une personne qui a pris une brique énorme, tu vois, qui éclate la brique sur ses jambes, tu vois. Au point que sa jambe sa jambe était par terre, elle se lève comme ça, tu vois, dans le sens contraire, c'est-à-dire, il a éclaté sa jambe, tu vois. Mais truc d'une violence, donc ça continue. Et toi, à ce moment-là, t'as 14 ans et t'es en train d'assister à ça. Ouais, je vois ça. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, pour moi, j'assiste il frappe un voleur. Ce qui est c'est commun, tu vois. Et même mon père regarde la scène et tout, et voilà. Je suis avec aussi mon oncle à ce moment-là qui crée chez nous. Donc voilà, nous, on assiste à ça. Et au final, non, on assiste à un massacre. Donc il continue de le frapper. Et là, ça prend des briques, des bancs. Ça éclate sur sa tête et tout. Au final, le gars décède, tu sens, le mec répond plus du tout. Et même mort, en fait, les gens continuent de le frapper. Waouh. Ils crachaient sur lui et tout. Et au final, je crois le dernier coup qu'ils lui mettent, c'est une brique énorme. Son
explose et Ah, tu vois, purée. là, je sais pas si on va couper ça. Non, je vais biper. Voilà. Mais Et donc, ouais, ça se passe comme ça. Et autre fait marquant, enfin, c'est toujours dans la même action. Avant même que le mec décède, mon père se prend un peu la tête avec mon oncle, tu vois. Ça, c'est dans mes souvenirs parce que mon oncle est un peu fâché. Il dit, ouais, mais tu laisses le petit assister à ça. Et c'est vrai, il a raison en soi, tu vois. Et mon père me pose la question, tu vois. Tu veux continuer de regarder ou pas? Ouais. Parce que lui, il estime que bah, c'est la vie et ça aussi, ça fait aussi partie de la vie, tu vois. Que si tu veux voir, bah, tu vois. Moi, je réponds pas. Juste, je continue de regarder. Et il dit, du coup, mon père dit à mon oncle, tu vois, il a fait son choix. Il va assumer. Donc, je regarde toute la scène. Et ils ont fini de tuer le mec. Ils l'ont déposé pile en face de la maison. Je t'ai dit que l'action se passait à 200 mètres. Ils l'ont ramené encore plus près. Ça fait que le cadavre du mec était là je sais pas, ils l'ont tué, je crois, à 11 heures. Et il était en bas de ma chambre jusqu'à 17 heures. Ouais, je me souviens que c'était le SAMU ou je sais pas quoi qui est venu le prendre. et toi, à ce moment-là, tu te sens comment? Bah, t'as assisté quand même à un décès. Je me souviens plus de comment je me Un sentais. assassinat. Ouais, un assassinat, Ouais. ouais. Ouais, c'est De même pas. mal, enfin, Ouais. c'est... Je sais plus comment je me sens. Je sais que on avait une gouvernante qui elle était en larmes, tu vois. Comme je t'ai dit, hein, elle avait pensé assister juste à on frappe un voleur et elle assiste au final, comme t'as dit, à un assassinat, tu vois. Et je sais plus comment je me sens. Je saurais pas te dire. Ouais. Ça fait trop longtemps. Et on sait pourquoi ça a eu lieu, ça? Est-ce que lui, il était partisan d'un parti en Je saurais particulier, même pas toute dire. la ville et Comme de je t'ai l'autre dit, côté, on pensait, moi pour ma part, on pensait vraiment que mon père et moi, on pensait que c'était un voleur. Et au final, il s'est avéré qu'on a dit non, c'était un sorcier. Il avait des couches d'enfants sur lui avec du sang. J'ai entendu mille et une choses, tu vois. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui l'ont frappé, c'est des gens que je croise dans la rue tous les jours, en fait, puisque c'est des gens comme toi et moi. Et c'est la rue d'en face, donc c'est des gens que je dois forcément voir en Ouais, les allant gens au du coiffeur, quartier. tu sais, en allant acheter mon poulet, puisque voilà, c'est ma rue, quoi. Et voilà. Donc voilà. Ouais. Et tu nous as parlé d'un couvre-feu. Du coup, suite à ça, il y a eu un couvre-feu qui a Ouais. été mis en place. Oui, il me semble qu'au second tour, après le second tour, ouais, il y avait un couvre-feu qui a été mis en place. Je sais plus, je crois qu'il était à 18 heures, un truc comme ça. De toute façon, la nuit tombe assez vite. Ouais, en Afrique, Ouais. ouais, carrément. En Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et ouais, 18 heures. Il y avait un petit couvre-feu. Ouais. Et il y avait un intérêt à ça particulier? Parce que du coup, c'est arrivé en pleine journée, par exemple, ce fait-là. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'était pour limiter les dégâts. Je sais pas du tout. Hein. Peut-être que quand il y a des grosses tensions comme ça, peut-être que c'est mieux que les gens rentrent tôt chez eux, histoire qu'il n'y ait pas plus d'incidents que ça la nuit. Et les gens respectent quand même le couvre-feu, hein, parce que les gens ont peur, tu vois. Ouais, donc il y avait très peu de personnes dans la rue à ce moment-là, tu vois. En tout cas, le soir. Ça y est, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Pour savoir un peu, on aime bien comprendre d'où les personnes sont nées, comment ils ont grandi, Ouais. pour voir en fait ce qui les a forgés, ce qui a fait d'eux des personnes qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Donc, tu peux nous parler un peu de où t'es né, comment t'as grandi? Ouais. Bah, moi, je suis né à Grenoble. Contrairement à ce que les gens croient, je suis né à Grenoble, je suis pas né en Île-de-France. J'ai fait jusqu'à mes 2 ans là-bas, donc j'ai aucun souvenir. Voilà. On s'est installé en Île-de-France, comme je t'ai dit, à Neuilly-sur-Marne plus précisément. J'ai fait ma primaire là-bas. Après, je suis parti à Noisy-le-Grand. C'est là que j'ai connu la plupart de mes amis, même actuels, tu vois, même ma seconde famille, ça c'est notre histoire. Et voilà. Donc j'ai grandi paisiblement, ni aisé, ni un peu comme tout le monde, quoi. Une vie bien remplie, un petit garçon qui veut juste devenir footballeur. Rien de... Et t'as des frères et sœurs? Ouais, je suis le plus grand, j'ai 2 petits frères. Ok. J'ai 6 ans d'écart avec le second et 12 avec le dernier. Ouais. Ok. Et à quel moment t'es retourné vivre en Côte d'Ivoire? Alors ma famille décide de retourner en Côte d'Ivoire en 2008, en été 2008, je me souviens. Moi, je me souviens que je n'étais pas dépaysé parce qu'en fait, ma mère travaillait chez Air France, pardon. Ça fait que une fois par an, j'allais en Côte d'Ivoire, peut-être 1 ou 2 mois, tu vois. Ok. Donc, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis pas du tout dépaysé. C'est juste que, contrairement à des vacances, là, tu vas habiter ici, tu vois. Je me souviens du premier jour où j'étais... Bon, tu sais, quand on te l'annonce, ouais, là, tu vas vivre en Côte d'Ivoire, c'est quand même différent. Mais bon, tu prends. Et au final, ouais, content. Mais quand j'arrive à la maison,
C'est, ah ouais, on va vivre là quand même. Pourtant, on était bien, hein, tu vois. C'était une bonne maison et tout, enfin, un très bel appartement et tout, mais là, tu vas vivre ici, tu vas faire l'école ici. Donc, ça risque d'être un peu différent et tout. Mais sinon, top. Et quand tu arrives, t'avais quel âge? Donc, quand j'arrive, j'ai 12 ans. 12 ans. Ouais, ok. j'ai 12 ans. Donc 2 années paisibles, etc. Et après la guerre. Ouais, commence. 2 années archi paisibles. Bon, il y a l'école et tout. Ouais. Ouais, grave différent d'ici. Hein. Ouais. Ah ouais Rien T'es à dans un voir. lycée t'es dans un collège Non, français? non, du du coup tout. Ah oui, ils local, m'ont jeté dans ok. un truc, dans un bon lycée, enfin, excuse-moi, un bon collège. Mais ouais, ils m'ont jeté dedans direct. C'était comment? C'était ouf. Non, Est-ce qu'on t'appelait le français? le blanc. Le blanc. Ouais, direct, le blanc, le jaune, le Simpson, tout ce qui ouais, parce que. Ah, parce que t'es clair. Exactement. pas Ah coloré. non, ils ont aucune pitié là-bas, tu vois. J'essayais de trouver. Ouais, tu sais. Aucune pitié. Donc ouais, non, c'était lourd. C'était. Et en fait, j'ai fait 3 ans en lycée, en école ivoirienne, Ouais. et la dernière année en école française. Ouais. Rien à voir. Ok. Parce que, enfin, vu que, comme j'ai dit dans l'introduction, on te Ouais. connaît personnellement, Ouais. on sait que tu sais jouer au foot. Un peu. Quand t'es arrivé, arrête cette fausse modestie. Tu sais jouer au foot, bien que je t'ai jamais vu sur le terrain. Ouais. Franchement, j'aimerais bien qu'on se fasse un match. Tout le temps, je te demande, Avec mais plaisir. tu me mets des vents. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on va régler Désolé. ça en privé. Mais quand t'arrives Ouais. en Côte d'Ivoire, t'as déjà le ballon dans les pieds. Ouais. Est-ce que je sais que les jeunes Ivoiriens, ils aiment beaucoup le foot. Ouais, énormément. Est-ce qu'on essaie de te tester pour savoir si tu sais jouer au foot ou pas? Me tester, je sais pas. Mais moi, Ok. je pars avec. Moi, quand on me demande ce que je veux faire dans la vie, je dis ouais, je veux être footballeur. Clairement, il y a même pas de. Ouais. Ouais, donc je sais que la première année, je fais pas de foot en club. Mm. La deuxième, ouais. Ok. Tu vois. La deuxième, il me semble que la deuxième, ouais, je joue dans des clubs par-ci par-là et tout. Mais Ok. ça se passe bien. Cool. Ouais. Pour revenir un peu dans le climat de la guerre, Ouais. dans ton histoire, Mhm. quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'épisode, Mhm. tu m'as dit que des militaires tiraient sur votre maison, Ouais. enfin sur votre appartement. Mhm. Raconte-nous comment ça se passait, comment ça c'est arrivé quand on Comment commence à ça tirer sur vous comme ça, Mhm. comme si vous étiez une personne, Ouais, ouais. enfin Qui faisait la guerre qui avec- faisait la guerre et qu'on Mhm. on cherchait à vous abattre. Ouais. Alors, ce qui se passe, donc je remets le contexte. Donc, c'est après décembre, ça se calme, quand même. Après le décès du monsieur, je sais pas, il se passe combien de temps, mais ça se calme. Je crois je sais pas s'ils refont des élections ou quoi, mais ce que tu viens de me raconter se passe en avril. Tu vois, en avril 2011, du coup. Je me souviens qu'on retourne à l'école et tout se passe bien. Et donc on arrive en mois d'avril, il me semble, ou fin, ouais. Et je suis à l'école et il y a ma mère qui vient me chercher. Ouais, qui vient me chercher. Là, tu sais, tu vois ta mère à l'école et tout. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ma mère vient me chercher, elle me dit viens et tout, on y va. Et dans la voiture, elle ose pas me dire devant les gens et tout, mais dans la voiture, elle me dit ouais, on a entendu des tirs, je sais pas où, je saurais même pas te dire, tu vois. Et je me souviens que quand elle vient me chercher, moi, je redescends jouer au foot. Elle me laisse jouer au foot en bas, tu vois. Parce que j'étais puni de sortie. J'avais fait des bêtises depuis un bon moment. Donc, c'est même redécouvrir un peu la sensation de sortir. Ça faisait grave du bien, tu vois. Je vois le père à un ami qui, lui, a fini plus tôt le travail, qui me crie dessus, tu vois. Tu fais quoi dehors et tout? T'as rien à faire là et tout. T'es pas censé être en cours. Enfin, même t'as pas entendu, même aux infos, que ça a tiré et tout. Bref, il me dit de monter. Et quand un daron, il te dit de monter, tu montes, même si c'est pas ton père, tu vois. Donc, je remonte et tout. Et effectivement, ouais, en fait, c'est chaud. C'est juste que ma mère, elle avait eu les infos un peu avant, tu vois, donc, mais effectivement, ça se passe comme ça. Au point que, je vais plus en cours. Ok. Plus du tout, tu vois. On en vient il y a une partie de ma famille qui habite, je crois, au nord d'Abidjan, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, dans son quartier, c'est chaud. Tu vois. C'est ma tante, la sœur de ma mère, et dans leur quartier, c'est vraiment chaud, apparemment. Donc, ils décident de venir crécher à la maison, tu vois. Et c'est là que ça se gâte. En fait, les deux présidents, c'est un grand mot, mais
ceux qui se prétendent présidents, habitent pas très loin. En fait, c'est pas qu'ils habitent pas très loin, c'est que Alassane Dramane Ouattara, il est logé à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe, c'est un hôtel où moi j'ai l'habitude d'aller, pour aller à la piscine et tout. Et il est à 2 kilomètres à vol d'oiseau, tu vois, à peu près. Et Laurent Gbagbo, lui, il est situé, je sais pas, il est à Cocody, je crois, à ce moment-là. Il habite vraiment là-bas. Et c'est à 5 kilomètres à vol d'oiseau. Donc, pour te dire que le conflit, il se passe, il se passe là, en fait. Il se passe juste à côté de toi. C'est pas un truc que t'entends à l'Élysée, et ça nous regarde pas, tu vois. Le conflit se passe ici, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs fois, il y a la nuit, en journée, on a des tirs à la mitrailleuse qui touchent directement notre immeuble. Waouh. Ouais. Notre appartement, en fait, il fait face à la route. Et on a des tirs à c'est des rebelles, on dit. C'était les FRCI à l'époque, c'était les forces armées de Alassane Ouattara, qui tiraient directement sur l'immeuble, disant qu'en gros, il y avait... ils appelaient ça des miliciens, c'est des opposants à eux, quoi, en fait. Des snipers, ils disaient ça. Bon, je sais pas si c'est avéré et tout, mais voilà, ils essayaient de les tuer et ils tiraient sur notre immeuble sans calculer le fait qu'il y a des humains dedans, tu vois. Donc, ça s'est passé comme ça sur quoi, 1 ou 2 semaines, tu vois. Waouh. Ouais. Et chaque nuit, comme je t'ai dit, en journée, il se passait ça, tu vois. Les mecs tiraient. Donc, nous, on avait pour ordre, les parents nous avaient indiqué que quand on entend le moindre bruit, on se met à terre déjà pour éviter d'être touché, éviter aussi d'être contre les vitres. C'est-à-dire même en journée, y a pas tu regardes par la fenêtre, non, c'est mort. On évite les vitres à mort, tu vois. Donc vous avez un peu déserté certaines pièces de la maison, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais. Les chambres, elles sont toutes vitrées. De toute façon, toute la maison est vitrée en réalité. Hein. On vivait vraiment en retrait du truc, près de la cuisine, le plus proche. Et dès que ça chauffait, tac, on allait dans la salle de bain côté enfant. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont leur salle de bain. Il y avait donc la salle de bain qui était très safe et les toilettes juste à côté, tu vois. Donc tout ça côté enfant. Et donc à côté des chambres et tout, de nos chambres. Et comment tu te sens à ce moment-là, toi? Ouais, je suis mal, mais j'ai envie d'assurer, tu vois, parce que j'ai mes 2 petits frères. Donc je peux pas me permettre de faire pas le figure, tu vois. Tu dois assurer et tout. Bon, je sais pas si c'est réussi, mais je pense que plus ou moins, ouais. Et je sais que mon petit frère, le tout dernier, qui avait 2 ans à cette époque-là, qu'il a été revenu, puisqu'on n'est plus en décembre, on lui a dit, quand t'entends boum boum, tu te mets à terre, tu vois. Quand t'entends des bruits et tout, tu te mets à terre, même si on n'est pas là, tu vois, parce que c'est un petit. Donc même lui, il avait l'ordre de pas aller vers les vitres et tout. Bon, il comprenait plus ou moins, je crois. Ouais, je vois parce que notre fille à cet âge-là, donc j'essaie un peu d'imaginer comment un enfant... Comment t'aurais pu lui dire, ouais. Ouais, c'est chaud. D'où on lui a fait croire que c'était un jeu, tu vois. Ouais, on lui a fait croire que c'était un jeu, je sais. J'ai pas eu vraiment de discussion. Je crois qu'il s'en souvient plus vraiment, lui, tu vois. Mais bref. Et tac, je me souviens d'une anecdote. Il y avait un match que je regardais et tac, ça explose. Je regarde, je crois que c'était Chelsea-Manchester, match aller de Ligue des Champions. On a perdu d'ailleurs. Et je regarde le match comme ça la nuit. Boum. Le conflit, il éclate. Enfin, le conflit, ça éclate dans la rue, quoi. Tac, on fonce direction... En fait, votre immeuble était pris pour cible. Ouais, notre immeuble, il était pris pour cible, ouais. Okay. Ouais, il était pris pour cible, clairement. Moi, je fonce directement dans la salle de bain avec mes petits frères, ma mère, toute la famille, en fait, tu vois. C'est un endroit à peine comme celui-ci, tu vois. Mais on est serré de ouf, on transpire. Tu sais, ça s'arrête pas pendant 1 heure, 2 heures, de la cadence, de la mitrailleuse, tout. Je me disais, mais même le mec, en fait, qui tire, parce que nous, on s'entendait même pas. Genre, on est collés, serrés comme ça, mais j'entends pas, par exemple, ce que mon père, il me dit. Je me disais, mais comment le mec, il est pas sourd? C'est avec ça, genre, c'est impossible, genre. Paf, et il tire tellement, là, il y a une cadence tellement forte, tellement c'est intense. On se dit, mais l'immeuble, il tremble, là. Genre, même mon père me dit, mais l'immeuble, il va s'effondrer, c'est pas possible, tu vois. Et donc, comme ça, sur 2-3 jours, pareil. Chaque jour, il y a son petit, il y a un petit 1 heure où ça rafale l'immeuble, tu vois, on comprend pas pourquoi. Au bout d'un moment, ma mère est câble. Elle dit, c'est pas possible. Donc, nous, on a des voisins qui sont sénégalais, d'origine sénégalaise,
qui habitent au premier étage, mais qui sont de l'autre côté de l'immeuble, tu vois. Donc pas à face route, tu vois. Donc beaucoup moins dangereux. Je sais pas si on les appelle ou si on fait juste part de ça au gardien, on dit il faut qu'on prenne leur appartement, on sait qu'ils sont pas là. Parce que là, il y a l'un d'entre nous qui va décéder, quoi. Et donc on va chez eux, effectivement, et il se repasse la même chose, tu vois. Il se repasse exactement la même chose, des tirs et tout, mais comme on n'est pas face à la route, on le vit, mais grave autrement, tu vois. On limite, on fait notre vie, on sait qu'il va plus ou moins rien nous arriver. Mais pareil, hein, fort, l'immeuble il tremble, les mêmes trucs, c'est juste que, voilà, on le ressent pas pareil. On attend 1 heure, 2 heures comme ça. Mon père il me dit bah vas-y, viens, on remonte à la maison voir l'étendue des dégâts. Tac, on va direction la chambre des parents. Bon, ils ont plus de vitres, plus aucune vitre qui tient. On regarde, on va côté chez nous les enfants, dans les chambres des enfants. Tac, moi je vais voir dans ma chambre. Bon, ouais, j'ai ma vitre qui est percée d'une balle, mais qui est pas brisée, tu vois. Bon, ouais, ok, elle tient debout. On arrive dans la chambre de mes petits frères et mon père déjà il voit que le lit il est tombé. Et Ok. nos lits en Côte d'Ivoire, c'est des lits faits par des menuisiers, tu vois. Donc du bois, pas les trucs Ikea à 50 €. Un lit qui fait, je sais pas, une centaine de kilos, tu vois. Et juste à côté, il y a un placard qui est intégré directement dans le mur, qui donnait un peu face à la route. Et on voit un trou énorme. Mon père me dit ça c'est de la roquette, ça. Effectivement, c'est une roquette qui a pas explosé, mais qui a juste rentré dans le truc, tu vois. Je pense pas qu'elle ait explosé parce que il y avait des pierres et tout. C'était le mur qui avait pété, mais je pense pas qu'elle ait explosé. Mais c'était pas un tir, tu vois, de mitrailleuse. Donc c'était une roquette qui Mais avait ça pas a explosé. percé, il y avait un trou, vous voyez, Ouais, il y à a un travers. trou béant, un trou de, je sais pas moi, une trentaine de centimètres, un trou ouais. énorme, tu vois. Mhm. Ouais. Donc t'imagines. Et ça a duré combien de temps, cet acharnement sur votre immeuble? Sur notre immeuble, bah, sur une semaine. Ouais, sur une semaine à peu près. C'est énorme. Ouais, sur une semaine. Et à ce moment-là, est-ce que vous discutez un peu avec vos voisins ou je sais que c'était un peu le début des réseaux sociaux, Ouais. et les années 2010. Est-ce que tu parlais avec tes potes sur Facebook pour savoir un peu comment ça se passe chez vous? Je te Parce cache que- pas, j'ai aucun souvenir de ça. Ok. Pour les voisins, j'ai vu aucun voisin en fait, parce que c'était mes parents, je pense, qui discutaient un peu de peut-être comment faire et tout, mais non, les voisins, je les voyais pas. Hein. Même mes amis, j'ai pas le souvenir même d'avoir discuté. Je pense que oui, tu vois, mais j'ai pas le souvenir de discuter avec eux sur Facebook à l'époque, tu vois. Donc, Et non. j'imagine que vous sortiez pas, du coup. Comment vous faisiez pour manger, pour... C'était mon père et mon oncle qui partaient faire les courses. À ce moment-là, le prix de tout avait triplé, doublé. Tu vois. Tu sais, il y avait des pillages partout, donc les gens, même, ils savaient pas combien de temps le conflit allait durer. Donc ils avaient augmenté les prix, tu vois. Ouais. Et ton père, il te parlait un peu, il vous parlait de ce qui se passait dehors, de ce qu'il voyait? Non, j'ai pas le souvenir. Je pense que pour pas effrayer peut-être mes petits frères ou bon, avec moi, non, puisque c'est bon, j'avais passé l'âge. Mais non, il nous disait rien. Je pense pas qu'il voyait plus que ça, il allait pas très loin. Des fois, il partait prendre le pain, je le voyais sur la route, tu vois, sur la même route où les mecs ils tiraient, tu vois. Mais on se dit, ça doit être tellement effrayant de sortir, alors que tu sais qu'il y a, il y a une roquette qui a traversé votre immeuble. Faut tellement de courage à ce moment-là. Et je pense que c'est l'instinct paternel aussi. Il a sa famille, il doit la protéger, il doit la nourrir. Exactement. Donc, c'est fou. Et tu dis que ta mère, à un moment, prend la décision que vous rentriez en France. Ouais. En tout cas, pour cette période, le temps que ça se calme. Ouais. Mais ton père décide de rester. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Et qu'est-ce que t'en penses en fait de cette décision finalement Que lui reste. Je crois que je suis un peu effrayé qu'il reste quand même, parce que je sais que le pays il est en crise totale, tu vois. C'est limite une guerre civile, mais je sais pas c'est quoi la raison. J'ai jamais su. Moi, dans mon imaginaire d'enfant de 14 ans, je me dis peut-être qu'il voulait prendre les armes, ce qui serait pas impossible d'ailleurs. Mais j'ai aucune idée pourquoi il vient pas avec nous, tu vois. Je pense je sais pas, je saurais pas te dire. Et comment ça se passe Pour le rapatriement. Oui, comment ça se passe le rapatriement. Comment ça se passe? Alors, on fait nos affaires. On prend la voiture, je me souviens. On met un drapeau blanc. Mon père il me dit vas-y, va chercher un bâton et tout. On met un t-shirt ou un sachet, un truc blanc, quoi. Pour montrer que vous êtes en paix, vous n'êtes pas une milice ou des rebelles. Exactement, pour qu'on voit que c'est une famille. Nous pulvérisez pas, tu vois.
On sort, il y a plein de monde dans la rue. Plein de monde. Tu sais, les gens, ils font leur vie, mais tu sens que c'est chaud, tu vois. Même toi, tu regardes en voiture, tu dis, putain, à tout moment, quelqu'un, il vient nous prendre, tu vois. Pas safe du tout, tu vois. Donc, on a le drapeau blanc, je le tiens et tout. On arrive à un carrefour de la Riviera 2, je me souviens. Et là, je vois une montagne de corps. En fait, ils sont empilés sur un pick-up. Je pense que c'est les habitants qui, tous ceux qui sont décédés dans la rue à côté, les ont mis là, tu vois. Je vois une trentaine de corps. Et ça se voit que ça fait un moment qu'ils sont là. Ils sont pas pourris, mais ils sont gonflés parce que je crois qu'il est 11h du matin, tu sais, le soleil les tape. Ils sont un peu gris, tu vois, ils sont sans vie, tu vois. Oui, tu arrives à voir c'est quel type de personnes? Est-ce que ce sont des hommes, peut-être, oui, militaires, ou des familles? Non, c'était que des hommes. Okay. Non, c'était que des hommes. C'était des hommes, et je pense que pour moi, c'était des assaillants, tu vois. C'était pas des gens comme ça. Peut-être qu'il y en avait 2 ou 3, mais ça avait l'air d'être des assaillants, tu vois. Je saurais pas te dire comment ils étaient habillés, mais je me souviens de la peau. La peau, elle m'avait marqué, tu vois, la peau grise, tu vois, la peau qui est morte, quoi. Donc, à ce moment-là, on décide on continue, on va au lycée Blaise Pascal. Donc, c'est là-bas qu'en gros, il y avait le premier camp français où on se rassemblait, tu vois. En fait, Blaise Pascal, c'était pour une durée limitée. En fait, ce qui se passait, c'est que il y a un hélicoptère qui faisait des allers-retours entre le 43e BIMA et Blaise Pascal. Ok, c'est quoi le 43e BIMA? Alors, le 43e BIMA, c'est un camp militaire français, un grand camp militaire français, je sais pas de combien d'hectares, et qui est pas très loin de l'aéroport, tu vois. Bah, juste à côté, même pas très loin, vraiment juste à côté, tu vois. Et en fait, il fait une navette, il prend tous les ressortissants, tu vois. Et pourquoi vous partez en hélicoptère alors que c'est dans la même ville? En fait, en soi, on peut y aller de nous-mêmes. Mais comme je t'ai dit, on sort avec un drapeau blanc. Et pour atteindre le 43e BIMA, on passe sur un grand pont. Je crois que c'était à ce moment-là, c'était encore le pont Félix Houphouët-Boigny. Je sais pas si je dis une bêtise. C'était un grand pont, en tout cas, qu'il fallait surtout pas prendre. Tu vois, apparemment, fallait pas le prendre, t'allais te faire mitrailler et tout. C'était archi dangereux. Ah ouais. Donc, c'est ce pont-là qui reliait un peu les 2 îles, on va dire. Parce que autour, c'est que des petites îles. Et voilà, c'est ce que c'est la lagune et tout. Et donc, pour éviter ça, on a pris l'hélicoptère. Et moi, j'ai jamais pris d'hélicoptère personnellement. Moi non plus. Donc, parle-nous comment ça se passe dans un hélicoptère, quand ça arrive. Ça doit être effrayant. Je me suis jamais même approché d'un hélicoptère. Donc, dis-nous un peu comment. En plus, le pire, c'est que c'est pas un hélicoptère classique, tu sais, avec le petit cockpit, avec les longs, tu sais, le truc à l'arrière et l'autre hélice. Là, c'est un hélicoptère militaire. C'est-à-dire, il est immense, le truc. Le truc, il doit faire, je sais pas moi, 10 mètres, je sais pas, tu vois, peut-être j'abuse, tu vois. Mais avec 2 hélices qui s'arrêtent même pas, d'ailleurs. Il se pose, il dure, je sais pas moi, 5 minutes, le temps que 4-5 familles rentrent, tu vois. Ok, il y a quand même beaucoup de familles qui rentrent. Donc, c'est vraiment un grand hélicoptère. Parce que c'est un grand hélicoptère qu'on voit à la télé, il y a 4 personnes. 4 personnes et tout. Non, c'était un gros truc, tu vois. Un truc énorme. Je sais pas exactement il prendrait combien de temps, faudrait que je vérifie, tu vois. Mais voilà, hélicoptère de l'armée française. Et donc, je sais pas, on attend 1 heure, 2 heures, tac, à un moment, c'est à notre tour. Et l'hélicoptère, comme je t'ai dit, il se pose, mais il arrête pas ses hélices, ça fait un bruit. Faut mettre tu comprends pourquoi les mecs, ils ont des trucs et tout. Donc, on prend nos valises et tout, tac, on monte dedans. Et tac, on décolle. Et là, pardon, c'est la séparation avec ton père? Ou il vient avec vous à ce moment-là? Il nous avait déjà laissé. En fait, devant le lycée, il nous a laissé. Je me souviens plus vraiment de la séparation. Je dois lui faire un bisou, tu vois. Ouais. Petit câlin, je sais pas. Mais ouais, c'est la séparation. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir mon père? Bizarrement, je crois que je suis assez optimiste. Ok. Genre, je me dis pas ça. J'ai pas le souvenir de m'être dit ça, tu vois. Moi, je vais le revoir, quoi. Ouais. Donc, on prend l'hélico. Quand l'hélico il monte, tu vois ton pays en feu, en fait. Tu vois, t'entends des trucs de loin, tu vois des... Tu sais, World War Z, toi, tu vois, de la fumée là-bas. Et je me souviens il y avait un militaire, du coup. Lui, il était à l'aise de ouf. Parce que c'est son taf. Lui, l'hélico, c'est une première, et peut-être c'est la seule fois de ma vie où je vais monter en hélico. Lui, c'est son truc de tous les jours, tu vois. Il prend des photos, tu sais, il se régale, lui, tu vois. Il est au bord du truc, il a même pas de ceinture, tu sais, il est au bord du truc, à l'aise de ouf, tu vois. Et le vol dure pas très longtemps. L'hélico, c'est très rapide.
vois, au bout de même pas 8 minutes, tu vois, qu'on arrive dans la base et tout. Et voilà, et que base militaire française, tu vois. Raconte-nous un peu comment ça se passe dans cette base. Dans la base, j'ai pas trop de souvenirs. C'est mon petit frère, étonnamment, qui a voilà les souvenirs. Lui, il se souvient qu'il a mangé de la pizza. Il a quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, donc moi j'ai 14, il a 8. Ok, il y a ton petit frère de 8 ans et le second, il a 2 ans à ce moment-là. Il a 2 ans. Okay. Ouais. Et lui, il se souvient qu'on a mangé de la pizza, je sais pas pourquoi. Mais il y a là les militaires, mais énormément de population, tu vois. Et là, c'est des gens issus de la France, métissés, tu vois. Je retrouve beaucoup de personnes de couleur blanche, tu vois. Et je crois qu'on dure 2 jours, on dort sous des tentes et tout. Mais c'est mes seuls souvenirs, tu vois. Donc, on allait à la cantine, il y avait une queue de ouf et tout. Mais je me souviens très rarement, plus beaucoup, tu vois. Et après, on prend... Donc, comme je vous ai dit, l'aéroport est juste à côté de la base militaire. Je crois qu'on prend l'avion le matin, ce qui m'étonne, tu vois, parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement, quand je pars de la Côte d'Ivoire, c'est toujours le soir. Et là, c'était une première pour moi de prendre l'avion le matin en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, pour des familles, le soir, c'est mieux. Ouais. Et donc, voilà, je prends l'avion, comme ça. Du coup, vous prenez l'avion et vous atterrissez à Paris-Charles de Gaulle, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment-là? Quand on arrive? Ouais. Quand on arrive, je te jure, jamais j'oublierai. Alors moi, je me sens pas plus en sécurité ou quoi, tu vois. Peut-être que je conscientise pas à ce moment-là. Ouais, t'es insouciant. Ouais. Je crois que je suis insouciant de ouf, mais je me souviens jamais, j'oublie. Dès qu'on arrive, il y a les infos. En fait, au moment où on arrive, il y a un des présidents qui s'est fait arrêter, monsieur Laurent Gbagbo, qui s'est fait arrêter, tu vois. Oui, on rappelle qu'il se fait arrêter pour aller à la CPI. Exactement. Il se fait arrêter, donc tu vois, ma mère, elle est en mode... on a pris l'avion, mais il s'est fait arrêter aujourd'hui, donc... il s'est fait arrêter, donc fin de la guerre, en gros. Ok. En gros, logiquement, et c'est vraiment ce qui s'est passé dès qu'il s'est arrêté, niet, il n'y avait plus rien. C'est fini. Ouais, bah oui, parce que le gros du combat, c'était le faire sortir de son bunker, tu vois. Et ouais, c'était ça. Donc, on arrive, le mec, il se fait arrêter. Ma mère, elle est pas verte et tout, mais je me souviens de la réaction des gens. Parce qu'il y a les deux côtés, du coup, dans l'avion. Il y a des gens qui sont pour Alassane Ouattara. Il y a des gens qui sont pour... du coup, dans l'avion, ça devait être tendu un peu. Dans l'avion, je me souviens plus, mais je me souviens de la réaction des gens quand on atterrit, qui eux-mêmes, ils apprennent comme nous. Ah, ça se passe à l'aéroport, même. Ouais, à l'aéroport. Ouais. Et je me souviens, il y a un monsieur et tout. Ils ont arrêté notre gars. Hein. Ils ont arrêté notre gars, tu vois. Ma mère, elle est en mode, putain, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, tu vois. Et donc, ouais, il y a ma tante qui nous accueille, tu vois. Et elle nous fait un câlin. C'est un câlin de ouf, genre... Moi, je me disais, mais pourquoi elle nous accueille comme ça, tu vois? Mais en fait, t'es un ouf. T'as vécu un truc de fou. Ah, mais oui, vous avez failli y rester. Ouais, elle nous fait un câlin, genre, vous avez échappé à un truc de fou. Mais ouais, en fait. En plus, vous étiez au cœur du truc. Ouais, carrément. Et ouais, gros câlin, je me souviens, et tac. Est-ce que ça a changé l'image que tu avais de la Côte d'Ivoire? Une fois que tu as pris du recul déjà, quelle image tu avais de la Côte d'Ivoire? J'avais l'image, tu sais, d'un gars qui habite là-bas, quoi. Genre, bien, un pays qui stagnait un peu, ça c'est clair. Ouais. Mais un pays qui avait, tu sais, avec des gens toujours de bonne humeur, tu sais, parce que même malgré qu'il y a la guerre, les gens, ils continuent de faire des blagues et tout. Ils avaient l'espoir, tu vois. Et non, ça n'a pas dégradé l'image que j'avais pour mon pays, hein. Ouais. Du tout. C'est juste que je pense qu'il fallait que ça passe par cette étape-là, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Et est-ce que par la suite, toi et tes frères, ou même tes parents, vous avez pu aller voir des psychologues? Ouais. Parce que ce que vous avez vécu, c'était quand même assez traumatisant. Ouais. C'est un euphémisme quand je dis assez. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous êtes parti voir des psychologues? Alors, mes parents, je sais pas. Moi, oui. Moi, je suis parti voir un psy quand à notre retour Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a fait 2-3 semaines en France. Et après, en revenant, je l'ai vu. Je sais plus combien de temps après le retour. J'ai vu un psy, mais je m'en souviens plus trop. Je sais juste qu'elle était blanche de peau. Il m'avait posé 2-3 questions. Est-ce que ça m'a affecté à l'école? J'ai dit, écoute, moi, je suis juste nul à l'école, hein, c'est tout ça. Je ne crois pas que ça va m'affecter plus que ça. Tu peux pas faire pire, tu vois.
Donc, moi, j'ai vu un psy perso, je sais plus pour mes petits frères ou pour mes parents, tu vois. Okay. Ouais. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est que la vie, elle a vite repris son cours. Tu vois. Comme si c'était quasiment rien passé, en fait. Même, je me souviens de mon retour à l'école, je crois même pas que mes camarades, ils savent plus ou moins ce que j'ai vécu. Peut-être qu'eux aussi, ils ont vécu leur truc, tu vois. Mais est-ce que c'était avec la même intensité? Est-ce que toute leur famille, elle a failli être décimée comme la mienne, tu vois? Je sais pas, tu vois. J'ai même pas le souvenir d'en avoir parlé, tu vois. Donc la vie, elle a repris son cours très facilement avec tous les gens qui avaient leur trauma et tout. Mais voilà. Tu veux dire quelque chose? Ouais, j'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ça t'a laissé des séquelles ou pas? Dans ta façon de penser, dans ma façon de penser, ouais. Parce qu'il y a pas, je crois qu'il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Tu vois, il n'y a pas un jour où j'y pense pas du tout. Je dis pas que moi, c'est un traumatisme. Il y a pas débat. C'est un traumatisme. Mais tu sais, j'y pense pas genre frénétique, genre angoissé ou quoi. Non, pas du tout. J'ai vécu ça et c'était fort. Ouais. Tu vois. Peut-être c'est bizarre ce que je veux dire, mais je pense même que si c'était à revivre, je le revivrais. Parce que c'est des moments forts de savoir qu'à un moment, tu contrôles rien du tout. Moi, je sais qu'à un moment, quand il tirait, genre, à 14 ans, je me disais, là, tu vas mourir, en fait. Le bruit, tu contrôles plus rien. Je me souviens que mon père, il met ma main sur ma poitrine en mode, des stress, hein, un euphémisme. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu contrôles rien du tout, tu vois. Je sais qu'actuellement en Côte d'Ivoire, le climat politique n'est pas du tout calme, pour dire les choses terre à terre. Ouais, très. Dernièrement, j'ai cru voir qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été dans les rues, si ce n'est millions, qui protestent contre la candidature encore du président actuel, Alassane Ouattara. Ouais. Est-ce que tu penses, au vu de la situation, que les Ivoiriens peuvent revivre ce qui s'est passé en 2011? Ouais. Moi, les Ivoiriens le veulent pas. Il faut savoir que les Ivoiriens, comme je vous ai dit, il y a déjà eu des conflits depuis un bon moment. Hein. Et les Ivoiriens font tout pour l'éviter. Le président Alassane Ouattara, le président actuel, il s'est représenté une 3e fois. Donc c'était en 2020, donc il y a 5 ans. Et là, les gens, ils avaient la rage, mais tu sais, ils ont laissé. Vas-y, on n'a pas envie de revivre vos trucs là. Vas-y, si tu veux le pouvoir, garde-le en fait. Tu vois. Là, cette fois-ci, c'est peut-être la fois de trop. Tu vois. 4 mandats. Ah, ils sont en mode frère. Mon frère, t'abuses un peu, tu vois. Donc, non, cette fois, ils laisseront pas. J'espère pas que ça va se passer. Mais c'est peut-être, je dirais pas nécessaire, mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige tout doucement, tu vois. Même si ils vont tout faire pour l'éviter. Mais ce qui diffère des années de 2011 ou de 2010-2011, c'est que il a pas vraiment d'opposants. Nous, on savait que au 2e tour, on savait sûr et certain que ça allait être Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara, tu vois. Sauf que là, non. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Tidiane Thiam, il a été évincé, tu vois, ils l'ont mis sur le côté, ils ont fait en sorte qu'il soit pas éligible. Laurent Gbagbo, je crois que c'est pareil, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais il n'y a pas de gars forts, tu vois, contre lui. C'est ça qui me fait dire que, bon, bah, peut-être ça serait une crise, mais de manifestations et peut-être de policiers qui, je sais pas, font du mal à la population. Mais je crois pas qu'il y ait un homme fort. Même Guillaume Soro, je sais pas s'il est en Côte d'Ivoire, c'est un homme fort aussi. Je sais même pas s'il est en Côte d'Ivoire actuellement, tu vois. Donc, je dirais que c'est plus complexe, tu vois. Voilà. Depuis ces événements, est-ce que tu es retourné en Côte d'Ivoire? Oui. Ah oui, plein de fois. Ouais. Oui. Bah, déjà, après la guerre, je suis revenu, donc j'ai refait une année. T'appréhendais ou... Quand je suis revenu? Ouais. Non, du tout. Ok. Non, comme je t'ai dit, je sais pas, naturellement, la vie, elle a repris son cours. Ouais. Les gens, comme je t'ai dit, ils avaient leur traumatisme et tout. Je me souviens que le 31 décembre, nous, on a l'habitude de mettre des pétards et tout. Et là, les gens, ils disaient non, pas de pétards, ça rappelle trop, c'est trop récent, tu vois. Pas de pétards, pas de trucs pendant longtemps, tu vois. Et non, j'appréhendais pas du tout. Ouais. Et tu te verrais aujourd'hui y vivre? Trop.
C'est un pays de fou. Hein. Il y a eu la guerre, mais c'est un pays de fou. C'est vrai que les Ivoiriens sont très fiers de leur pays. Ouais. Et je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Surtout de notre culture. Tu vois. C'est fort. Je parle même pas des infrastructures. Tu sais, les gens vont aller snapper le pont. Là. Ouais, ok. On va pas le manger, le pont. Hein, tu sais. Mais surtout de notre culture. Il y a trop à faire. Tu avais ta question là sur... Ouais, bah du coup, j'avais une question, mais ça y répond. Ouais. Parce que il y a beaucoup de parents, nos parents africains, qui, selon les pays, hein, souvent, mais qui refusent que leurs enfants aillent dans leur pays natif. Parce qu'ils y ont justement vécu des traumas, ou ils ont entendu des choses, ou voilà, il y a cette peur-là. Et je me demandais, toi qui as vraiment vécu ces choses-là, est-ce que tu as peur pour, étant donné que tu es papa, est-ce que tu as peur pour ton enfant ou pas? Non. À l'idée qu'il y vive, si je vivais là-bas? Ouais. Non, bah ouais, j'aurais peur si ça arrive, mais là, je pense même pas à ça. Ouais. Ouais, j'y pense même pas. Ouais, j'y pense pas du tout. Là, du coup, on va switcher sur la partie LOX et te poser quelques questions pour comprendre un peu comment tu t'es lancé dans les LOX et pourquoi. Et voilà. Déjà, pour savoir, depuis quand tu portes des LOX? Je porte des LOX depuis, je crois, fin 2016. Ouais, fin 2016. J'ai commencé. En fait, je sais pas si je peux appeler ça des LOX, parce qu'au début, j'avais, je crois, un dégradé qui a poussé, et je le tournais avec l'éponge, et après, ça a commencé à tomber comme des LOX. Ouais, c'est un départ. C'est un départ, tu vois. C'est du semi-freeform. Voilà, mon premier départ, je l'avais fait comme ça. Voilà, tu vois. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. Et moi, contrairement aux autres, elles étaient très fines, comme tu vois. Ouais, je crois que, bon, là, elles sont très fines, hein, même cassées et tout. Faut que vous me sauviez d'ailleurs. T'inquiète, quand tu veux. Ouais, le mois prochain. Donc, vous êtes là quand d'ailleurs? Et ouais, ça a commencé comme ça. Je sais pas, je voulais trop des LOX. Ouais. Ok. Et du coup, tu maintiens cette longueur parce que tu coupes, mais c'est ce même départ. T'as pas arrêté et refait? Non, jamais, non. Ok. Non, ça a déjà été beaucoup plus long. Hein. J'ai déjà eu plus ou moins ta taille. Ouais, carrément. Même un peu plus long. Mais souvent, en fait, j'aime beaucoup court. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, ça te va bien comme ça. Ouais, ça te va bien, c'est joli. Merci. Ouf. Et parfois, tu fais même, j'aime bien la coiffure avec les perles, là, quand t'avais mis les perles. Bah, là tu vois, c'était plus long. Ouais. Ok. Par contre, ça m'a bien fatigué les cheveux, ça. Bah, ça alourdit. Ouais, ça alourdit de ouf. Ça peut affiner. Déjà qu'elles sont fines, tes LOX. Ouais, ça les a Attention à ça, faut pas garder trop longtemps. La coiffeuse, elle les avait doublées. Bah, c'était ma coiffeuse avant que. Voilà. Mais la coiffeuse, elle avait doublé tout. Même ça les avait affinés de ouf. Ouais. Et t'es plutôt team crochet ou team twist pour tes reprises de racines? Ah, crochet, plus jamais. Non, crochet, c'est. Non, ça casse trop. Ouais, ça casse trop, je trouve. Mais tu parles du crochet latching ou crochet broderie? Parce qu'il y a deux types de crochet. Il y a le crochet où tu passes le bout dans la racine et tu tires. Et il y a le crochet où on brode le cheveu. Non, je pense que broder, c'est mieux, non? Ouais, broder, c'est mieux. C'est ça que vous m'aviez fait. Latching, nous aussi, on est contre. Ouais, on est contre aussi. Ouais, non, l'autre, il fait des nœuds. Il fait des nœuds et tout. Ouais, non, c'est pas top. Du coup, t'es plutôt crochet broderie ou twist? Du coup, là, c'est quoi? J'ai pas compris. Pour tes reprises de racines. Ouais, broderie, c'est mieux. Broderie? Ouais, ok. Large. Ah ouais. Parce que twist, en vrai, tu fais beaucoup de sport. Donc, twist, ça se défait. Surtout qu'il a les locks très fines. C'est pas des micro-locks. C'est mieux de partir sur du crochet. C'est ce que tu fais, c'est très bien. Ouais, totalement. Tu penses garder tes locks toute ta vie? Ouais. Sérieux? Ouais, c'est mieux. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Okay. Peut-être pas cette coupe-là. Peut-être pourquoi pas, parce que moi, c'est vrai que je suis rasé sur les côtés. Mais pourquoi pas... faire aussi sur toute la tête? Ouais, sur toute la tête. Même si je pense que j'aime vraiment beaucoup cette coupe. En fait, cette coupe-là, je l'ai prise d'un film, en fait. Enfin, je pense... Ouais. Tu connais Mad Max? Non, moi, je suis nul en film. C'est Fatim qui est... Ouais, mais en film. Je connais deux noms seulement. Pas le film Mad Max. Hein. Le film Mad Max, il y a aucun... Ok. Le film Shotas, il y a un personnage qui s'appelle Mad Max. C'est un killer dedans, tu vois. C'est des gangsters jamaïcains. Ouais. Il a une coupe... en tout cas, il est rasé sur le côté et tout. Ce mec-là, je le trouvais tellement... inspirant. Ouais, de ouf. Genre, faut que je vous montre des vidéos, c'est trop. Et du coup, c'est lui qui t'a inspiré les locks? Ou t'étais déjà loxé et juste à adopter cette... Non, c'est lui qui m'a inspiré les... Pas que lui. Je pense qu'il y a Chief Keef aussi à cette période-là, à ce moment-là. Et même l'histoire en général, tu vois, je trouvais que les locks, c'est une histoire de fou, tu vois. Mais lui en particulier, je me disais que faire comme les autres, enfin, de toute façon, je dis ça, mais
En vrai, cette coupe-là, elle était à la mode à ce moment-là, tu vois. Mais moi c'est ma coupe, genre. Et j'aimais trop sur lui. Je dis non, je veux faire la même. Ouais. Depuis, j'ai gardé, ouais. Et question cliché, que les gens aiment bien poser aux parents. Est-ce que tu comptes loxer ton fils? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors, je crois que tu m'avais dit qu'il faut pas le faire tout de suite. Ouais, trop tôt, non. Ouais, trop tôt, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, son crâne n'a pas fini de se développer. Ouais. Et, et puis un enfant, tu sais, ça met sa tête partout. Parce que quand je fais un départ de lox, faut quand même faire attention. Un enfant, ça se roule par terre. Si ça va à l'école, ça peut mettre sa tête dans le sable. Vaut mieux éviter. Ouais, faut mieux éviter. Ok. Ouais. Bah, ouais, si, fort. Fort, trop bien. Si sa mère dit rien. Mais logiquement, elle dirait rien. Et sa mère même va faire des lox. Bien sûr. Bien sûr. Toute sa famille, ils ont des lox. Bah oui. En vrai, de vrai, quel qui est pas loxé. Pas comprendre. Quelle est ta meilleure et ta pire anecdote avec les lox? Ma meilleure, je sais pas, mais la pire, je sais. Ah ouais. À un moment, je crois, en 2018, si je dis pas de bêtises, j'ai voulu me teindre les cheveux, tu vois. J'ai voulu avoir blond et tout. J'ai voulu faire le Targaryen, tu vois, de Game of Thrones. Et bah non, pas bon, en fait. Ça m'a décapé les cheveux, tu vois. C'est pas la coloration en soi, c'est la décoloration. Ouais, la décoloration. Ouais, ça... Merci de témoigner ça, parce que... C'est ça, exactement. Et en soi, mais déjà, j'avais même pas le rendu que je voulais, parce que moi, je voulais un... Bon, quand ça a vieilli, au final, ouais, c'était bien. Mais après, tu t'aperçois que non, en fait, ça affine de ouf les locks, ça les affaiblit, c'est pas bon, tu vois. Ouais, on le dit souvent aux gens, vraiment, la décoloration, faut éviter. Ouais. Parce que, comme tu dis, ça abîme. Ouais. Donc, moi, ça abîme la kératine, ça abîme la nature du cheveu. Non, c'est pas bon. C'est un peu comme si on se dépigmentait la peau. Exactement. Tu vois, tu retires la nature du en fait, tu tues le cheveu. Ouais, tu tues le cheveu. Et des gens, toi, t'as de la chose, tu t'en sors pas mal aujourd'hui, t'as tes locks qui tiennent, mais des gens, ils peuvent perdre leurs locks. Ah ouais, totalement. En touchant comme ça. Et ça s'effrite. Ouais. Mais je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes. De ouf. Mais moi, c'était pas, tu sais, il y en a, ils coloraient juste la fin de leurs locks. Moi, c'était en entier, genre. Du début à la fin, genre. Et ça fait que, bah, c'est dire qu'elles ont quand même totalement repoussé si vous voyez plus de blond aujourd'hui. Mais, ouais, c'était comme ça. Mais je le referai plus. Ma meilleure anecdote sur les locks, je sais pas, hein. Généralement, les gens, j'ai pas de bonne anecdote, hein. Les gens, ils me vannent. Moi, perso, j'aime bien ma coupe. Ils me disent, ouais, j'ai des lacets sur la tête et ma serpillère. N'importe quoi. Et ça, c'est tous les loxés. On a tous droit à... Ouais. Ils sont jaloux. Bien sûr, ils sont jaloux. Si t'avais pas de locks, quelle coupe tu porterais actuellement? Des locks. Mais si t'avais pas de locks? Des locks encore. Je sais pas, parce que moi, j'ai un gros front, hein. Ouais. Tu ferais une boule à Z? Boule sec, j'y pense, hein, des fois. Hein. Est-ce que ça ferait bien, tu sais, bon, je laisse un peu plus de barbe et tout. Mais non, pas boule à Z. J'ai un petit dégradé. Ouais, peut-être mais même dégradé, frérot. j'ai un front très très haut, tu vois. Donc, je sais pas. Non, là, je me vois même pas sans locks. Hein. Ouais, je pense que je vais virer comme ça. Avec, un vieux loxé. Ouais. Ok. Non, et si tu devais définir tes locks avec un mot, ce serait lequel? Yeah. Avec un mot? Ouais. Aucune idée, sincèrement. Je sais même pas ce que... Ou les locks de manière générale, hein, ce que ça représente. Cette question, t'es obligé d'y répondre parce que tous ceux qui sont passés sur le podcast, ils répondent. Si tu devais définir tes locks en un seul mot. Aidez-moi. Je sais même pas. Si je devais définir, mais... Ouais, je sais pas du tout. Coiffure. Ouais, le mot basique. T'as dit que tu veux le garder pour la vie. Ouais. Pourquoi? Non, parce que c'est moi, en fait. C'est ça, c'est moi, c'est ma personne. On a le mot. En plus, on a le mot, moi. Ouais, je pense que cette coupe-là, c'est moi, en fait. Genre, tu demandes, ça y est, c'est qui? Ouais, ils vont dire le grand, là, avec des locks courtes. Ouais. Et pas des locks longues, tu vois. Pourtant, j'adore ça, tu vois, mais... c'est cool. Ouais. En tout cas, merci Saï d'être passé sur Fafalox Podcast, de nous raconter ton histoire, parce que là, on a fait, en fait, c'est un devoir de mémoire. Ce qui s'est passé, c'est très grave et on ne souhaite surtout pas que ça revienne, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Merci. Et pour ceux qui ne connaissaient pas ce conflit, c'était l'occasion pour eux d'apprendre et à travers ton récit. Donc merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à parler de notre podcast autour de vous, de recommander. Nous sommes partout sur Apple Podcast, Spotify, Deezer.
Donc, ça nous donne vraiment de la force. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes. Abonnez-vous. Et activez la cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes qui arrivent très vite. Ouais. Et on se dit à très vite. Ciao.